forcée. Et en Union occidentale, c'est par notre système de foi, par notre système de principe. Un système qui passe par les médias de masse, par une illusion de liberté, alors que c'est une liberté contrôlée et très encadrée par l'État. Donc, si vous lisez la 4e de couverture, en fait, vous voyez que le thème principal du roman, c'est la foi. La foi, en fait, quand on parle de notre foi, de nos foi à tous, on pense à tort qu'il ne s'agit que de foi religieuse. Alors qu'on peut tous croire en quelque chose. On peut croire en des idéaux politiques, en des idéaux sociaux, en des idéaux scientifiques, en des idéaux... Chaque foi est valide, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand cette foi va déraper et va devenir un extrémisme, un fanatisme. Et les fanatismes, aujourd'hui, on les voit. Sous couvert de liberté individuelle, vous voyez toutes les dérives qui se produisent en Europe. Aujourd'hui, ici, chez nous, sous couvert de foi religieuse, vous voyez toutes les dérives qu'on nous impose socialement. Et c'est mon sentiment que même si un jour un conflit global éclate et nous déchire tous, c'est mon sentiment que ces aspects-là ne vont pas disparaître, ils vont juste revenir. Parce que c'est dans la nature de l'humain de dévier sa foi vers l'extrémisme, toujours. Et donc, si vous voulez que je vous lise par exemple un extrait qui aborde un peu ce sujet. Alors vous avez, bon, le roman suit un personnage principal qui s'appelle Mahdi, qui est né en Union occidentale. Il se retrouve rapatrié au Nouveau Maghreb, c'est-à-dire notre territoire actuel. Et dans ce passage-là, il est sur le point de se faire agresser par des jeunes d'à peu près son âge. Donc je commence l'extrait. Les jeunes lui disent « C'est toi, Al-Gaoli » Mahdi ne répond pas. Il est déstabilisé et ne sait pas quoi faire. Il a déjà été braqué 3 fois en Occident et il reconnaît la situation. Il n'a pas grand-chose en poche et craint de se faire tabasser par des voleurs frustrés de butin. Il panique et bégaye quelques mots. Je n'ai rien, juste de la monnaie. Un sbire le saisit par derrière et lui plaque les bras le long du corps. Les amandes qu'il avait achetées se répandent par terre. Le chef le toise de bas en haut, puis le gifle violemment, lui arrachant un cri. Ce qu'ignorait Mahdi, c'est que ces vauriens n'avaient pas pour projet de lui subtiliser quoi que ce soit. La punition pour le vol au Nouveau Maghreb était l'amputation séance tenante de la main, comme l'exige la charia. La délinquance avait été quasiment éradiquée par cette nouvelle mesure. Bien sûr, le vol défini par la loi était un vol primaire, basique. L'action physique de prendre possession de ce qui n'était pas à soi. Les escrocs, les banquiers, les criminels en turban blanc qui trouvaient toujours des moyens subtils de contourner les lois de Dieu et des hommes n'étaient nullement inquiétés. Des fonds détournés, un placement habile qui, avec la volonté d'Allah, va fructifier et créer des emplois. La prévarication, la fiabilité et la confiance sont des choses qui s'acquièrent tout au long d'une vie et à la récompense l'amitié sincère et productive. Tout problème avait une solution religieuse, indiscutable, qui éloignait la justice des poignets de ceux qui sont censés la rendre. Non, les voyous ne voulaient pas risquer de perdre leurs mains pour quelques malheureux sous. En revanche, rudoyer un occidental, entre guillemets, fraîchement débarqué était une autre affaire. S'ils se font prendre, ils pourront piocher un quelconque prétexte dans la coupe de l'irrespect. Un muezzin ignoré, une sœur reluquée, une chanson fredonnée, tout était bon pour molester un impie. Donc, là, dans cet extrait-là, qui dépeint un peu la nouvelle donne dans le Nouveau Maghreb, la charia est la loi de fait. Mais ce n'est pas une charia saine et ce n'est pas une charia morale. C'est une charia qui est faite pour vraiment pour réduire en esclavage le petit peuple. Elle n'est pas appliquée on va dire aux hautes classes, aux classes dominantes. La seconde thématique, c'est dans l'autre rive, c'est le délaissement d'une certaine authenticité qui nous tend les bras, en fait, on manque de foi en cette authenticité, c'est notre identité propre. Après,
Deuxième extrait, en Union occidentale, vous avez un mania de la presse qui... c'est un peu la description de sa journée, de comment il travaille. Voilà. Donc l'extrait commence ici. David commence sa journée par un ineffable rituel. Envoyer des courriers de remerciements à différentes personnes. Il peut s'agir d'invités de l'émission du soir précédent, de partenaires financiers, ou même de l'assistante qui a été assez hardie pour passer une petite demi-heure de détente avec lui dans son bureau avant un enregistrement. Il aimait différer cette opération au matin suivant car cela entraînait une distance qu'il jugeait saillante et lui évitait par la même occasion d'agir trop spontanément. Grave erreur dans le métier. Il enchaîne par la lecture attentive des courriers de ses mécènes professionnels, notamment de grandes figures médiatiques aujourd'hui retirées de la vie publique, mais avec lesquelles il entretient des relations cordiales et quasi filiales. Sans leur adoubement, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il serait peut-être dans la salle de rédaction à se morfondre avec les autres larbins de l'information, ou pire, un journaliste indépendant. Ces courriers, toujours d'apparence anodine, cachaient en fait toujours des requêtes, des rappels à l'ordre, voire des sommations auxquelles il obéissait aveuglément. Aujourd'hui, par exemple, il décèle chez eux une frustration quant à son insistance à parler du mythe de l'Afrique. Il comprend qu'il doit laisser les théories conspirationnistes de côté et aiguiller l'information sur le danger réel que représente la Chine avec son expansion territoriale dans le reste de l'Asie. Il décide séance tenante d'envoyer une directive à la rédaction, courte mais limpide. La Chine, un danger venu d'Orient, tenant et aboutissant d'une conquête fulgurante. Là, ce qu'on voit, c'est que ce mania de la presse est totalement dérouté d'une certaine thématique, qui est l'Afrique. Parce qu'après cette guerre-là, l'Afrique est devenue un mythe. Après cette guerre-là, après cette guerre-là, le continent africain, on décrit comme une espèce de désert radioactif qui a été complètement détruit par le conflit. Et il y a une théorie qui prend racine chez les populations dans le monde, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes d'origine africaine qui vivaient en Union occidentale sont revenus pour reconstruire leur continent. Ce journaliste qui avait l'impression de faire son boulot en parlant de cette thématique-là, se voit rappeler à l'ordre. Il ne faut pas parler de l'Afrique, il ne faut pas parler de ce thème, il faut parler du conflit qui se prépare en Chine. En gros, détourner l'attention des gens de ce qui se déroule réellement en Afrique. Là, évidemment, c'est un sujet, c'est une thématique qu'on voit aujourd'hui. L'omniprésence et la mainmise des médias sur toute l'information. L'information n'est pas censurée, elle est présente, elle est juste noyée dans des diversions. Dans des diversions médiatiques, dans des diversions pour empêcher en fait l'accès à l'information vraie, réelle et saine. Voilà. Je ne sais pas si vous allez rebondir, parce que j'ai vu que vous avez une réaction par rapport à... Non, à l'Afrique. Non, l'Afrique. Non, j'ai essayé de me rappeler que, alors, le Nouveau Maghreb, l'Union occidentale et le reste du monde arabe, si tant est que nous sommes arabes, comment ça s'appelle? C'est l'Union arabe unie. L'Union arabe unie, voilà. Ouais. Et l'Afrique, ça ne représente pas quelque chose dans ces parties non, détruite par le conflit. Après le conflit, on prétend que c'est devenu un désert radioactif. Oui. Et tu as fini? Non, j'ai pas fini, je pensais que vous... Ah d'accord, non, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà. En fait, bon, si on veut parler des personnages, alors il y a un trio de têtes. En fait, j'ai préféré introduire les personnages quand ils étaient enfants. C'est important parce que quand ils sont enfants, ils sont encore innocents, ils sont encore loin du formatage ambiant. Et ils ont encore le temps, on suit un peu leur cheminement, ils ont encore le temps de se former des opinions propres, de se former des foi propres, et pas la foi imposée par la société. Bien sûr, il y a d'autres personnages, il y a des personnages secondaires, il y a leurs parents, il y a ce qui certains ont vécu avant la guerre, il y a des souvenirs d'avant-guerre qui viendront jouer un rôle important après. Il y a aussi les personnages de l'autre rive comme Séverine Merachi qui, elle, est un grand pouvoir dans la publicité, dans la communication. Parce qu'aujourd'hui, on parle de journalisme, on parle de presse, on parle de liberté d'expression, tout est communication aujourd'hui. Tout passe par la publicité, tout passe par les placements de produits, tout passe... les grandes agences de publicité, Publicis, JWT, McCann et tout, ils font leur blé avec les campagnes présidentielles et les campagnes électorales. C'est rare où
une agence de communication soit propulsée en avant par des travaux de communication classiques, comme on les entend, des publicités sur des produits, voilà, quelconques. C'est vraiment toujours eux qui s'occupent des grandes campagnes électorales dans le monde occidental. On retrouve ça vers le début. Il y a une campagne électorale qui est justement orchestrée pour amener ce nouveau conflit. Parce que, après la dernière guerre qui soi-disant a détruit l'Afrique, le monde manquait de conflits. Donc voilà, il faut bien des guerres pour venir reconstruire après. Il faut bien des... voilà. J'essaie de pas trop dévoiler. Voilà, j'essaie d'en parler sans trop dévoiler le reste. Après, bon, thématique de l'Afrique. Je sais pas si je peux apporter des éclaircissements quelque part sur ce que j'ai dit. Certainement. Oui. Après, vos interventions, il va y avoir des questions. Vous avez des questions? Oui, bien sûr, allez-y. Ouais. Oui, ça veut dire qu'on commencera par poser des questions. C'est-à-dire, كمل السبيش تاعك ومن بعد. Non, j'ai fini, ça c'est pour répondre. Ah, d'accord. Allez-y, ça c'est des notes. Je vais poser une question. Bien sûr.